Voilà, donc bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle webconférence en Outre-mer. On est en Guadeloupe aujourd'hui et donc c'est Florence et Joël qui vont vous présenter les enseignements de leur travail. Voilà, on va passer la présentation en 5 temps. Une première partie où je vais rappeler quelques précisions sur le programme Ombré. Ensuite, Florence et Joël vont vous présenter le CAE Guadeloupe. Moi, je reviendrai un petit peu sur les particularités du dispositif REX-BP pour bien comprendre, encore une fois, comment on a travaillé, le fait qu'on ne soit pas exhaustif, qu'on va vraiment sur ce qu'on a vu sur le terrain. Et donc, Joël et Florence vous présenteront les 12 enseignements et puis on aura une partie questions-réponses en fin de présentation. Donc on a, Nathalie Ruffin et Céline Barnier qui sont présentes avec nous, qui ont été, contributrices expertes, c'est le mot qu'on utilise dans le Rex et donc qui ont aidé Florence et Joël à regarder un petit peu toutes les informations du terrain et puis par rapport à leurs sujets qui vont vous expliciter, en introduction, voilà, vont apporter de la ressource et de la relecture à tout ce qui a été fait. Donc juste pour démarrer le programme Ombré, donc c'est un programme ultramarin, pour des solutions ultramarines, pour des bâtiments résilients et économes en énergie. Donc c'est un programme qui s'appuie sur des partenaires, locaux, donc notamment le CAE Guadeloupe, qui est bâti en Martinique, Aqua en Guyane, Énergie Réunion à La Réunion et puis le CAE à Mayotte. Donc on a un partenaire transverse aussi qui est la FEDOM et qui suit un petit peu l'ensemble des programmes qui sont faits dans le cadre d'Ombré. Ombré, voilà, si vous avez des choses à retenir, donc c'est un projet, c'est la deuxième session, hein, c'est Ombré 2. Dans la première session, on avait déjà eu des lauréats de projets aussi, des appels à projets. Là, pour Ombré 2, on a 11 projets aujourd'hui qui sont lauréats, et que vous pouvez suivre sur le site internet de Ombré. Dans Ombré 1, on avait construit également un centre de ressources commun à tous les territoires, donc qui s'appelle Pergola. J'ai remis le petit QR code ici, donc vous pourrez le retrouver. L'objectif, c'est vraiment un centre de ressources partagé, c'est-à-dire que chacun amène ses ressources qui sont valorisables et valorisées du coup sur cette plateforme. J'ai remis le petit logo du REX-BP puisque c'est cette méthodologie qu'on a utilisée pour faire les retours d'expérience sur le terrain. Dans Ombré 2, on a également des nouveaux outils qui vont arriver, qui vont démarrer sur ce qu'on va appeler check Reno Ombré. C'est des fiches autocontrôle sur les différents territoires, donc qui seront adaptés à chacun des territoires. L'objectif, c'est de donner des outils pour faire un suivi de chantier et de rien omettre quand on utilise certains équipements. Donc là, les premières fiches autocontrôle, on pourra le voir juste après. Ce sont des fiches autocontrôle sur les brasseurs d'air, mais il y aura tout un tas d'équipements, enveloppes, etc., qui vous permettra d'avoir ces fiches pour faire vos suivis de chantier. Dans le cadre d'Ombré, encore une fois, sur une échelle de temps un petit peu plus longue, on a les assises de la construction durable qui ont été menées, qui ont permis à tous les acteurs locaux de se rencontrer et puis d'établir une feuille de route un petit peu pour adapter les référentiels sur les différents territoires. Donc c'est un travail au long cours et voilà, qui permet d'avoir une synergie un petit peu entre tous les territoires. Autre sujet, je crois que j'ai déjà eu la question, donc la webconférence, comme toutes les autres, elle sera disponible en replay et donc vous la retrouverez sur la chaîne YouTube de Ombré ou via Pergola aussi. Mais là, j'ai remis le QR code, vous retrouverez toutes les webconférences qui ont eu lieu déjà dans le cadre d'Ombré depuis Ombré 1. Donc on doit en avoir 10 et donc là, ça va être la 11e. Voilà, sur tout un tas de sujets. Donc je vous laisse prendre le QR code et puis de toute façon, vous retrouverez cette vidéo. Voilà, sur la partie ombrée, c'est tout ce que je voulais dire et je vais laisser, Joël et Florence vous présenter le CAE. Ok, bonjour à tous. Alors, nous sommes du CIE de la Guadeloupe, donc le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de la Guadeloupe. C'est un organisme qui investit d'une mission d'intérêt public. Donc, il y a un CIE dans à peu près tous les départements de France et nous avons comme mission de conseiller, former, informer, sensibiliser les acteurs du cadre de vie. Donc, ils sont assez variés. Et parmi nos missions, donc, nous avons le conseil aux particuliers, l'accompagnement des collectivités, la sensibilisation du jeune public et l'information et la formation des professionnels. Nous avons aussi des domaines de compétences assez variés, donc l'architecture, l'urbanisme, l'environnement, comme notre nom l'indique, mais également aussi des sujets en lien avec l'énergie, le patrimoine et les paysages. Enfin, nos différentes cibles sont variées aussi avec les particuliers qui ont des projets de construction et d'innovation et qui peuvent être conseillés par des architectes qui sont chez nous. Aussi les collectivités dans leurs projets d'aménagement. Nous accompagnons aussi les scolaires aussi dans leurs actions de sensibilisation sur l'éducation artistique et culturelle et l'éducation du développement durable, ainsi qu'aussi un soutien aux partenaires et autres acteurs de la filière du BTP et de l'aménagement du territoire. Voilà, donc en quelques lignes, le CAE de la Guadeloupe. Donc là, c'est détaillé, donc nos missions,
que j'ai dû expliquer tout à l'heure. L'autre slide présente les domaines de compétences. Et enfin, nous avons aussi la partie sur les cibles qui sont variées aussi. Donc, je ne vais pas insister dessus pour aller directement dans le concret et laisser la parole aussi à Samuel sur le dispositif REX. Ok, merci Joël. Donc oui, sur le dispositif REX bâtiment performant, donc c'est un des observatoires de l'agence qualité construction. Initialement, c'est un observatoire qui était dédié aux risques émergents, donc c'est-à-dire tout ce qui était lié à l'innovation, au changement de la réglementation, qui induisait des façons de construire un peu différentes. On allait sur le terrain pour voir un petit peu ce qui se passait, voir les bonnes pratiques, les non-qualités, pour essayer de comprendre un petit peu tout ça. Donc cette façon de faire, d'aller sur le terrain, on l'a transposé en Outre-mer et aussi dans l'Hexagone. On continue à utiliser cette méthodologie. Et donc voilà, c'est vraiment une méthode terrain. Donc c'est-à-dire que la première étape, c'est d'aller sur le terrain, de rencontrer les acteurs, de visiter les projets pour comprendre vraiment ce qui se passe. Avec une deuxième partie qui ce qu'on appelle la capitalisation, qui on met à disposition, voilà, pour le coup de Joël et Florence, une base de données où ils peuvent saisir les informations des projets qu'ils ont vus, les retours que les acteurs leur ont faits, et de saisir leur événement et de capitaliser, ainsi que les illustrations, photos, les documents, les pièces marchées, etc. Ça leur permet d'avoir un outil de travail qui soit fiabilisé. Ensuite, on a une troisième étape qu'on appelle l'étape d'analyse, où là, on a les contributeurs experts et les contributrices experts, en l'occurrence avec Céline et Nathalie ici, où l'objectif, c'est à partir de l'extraction de ce qui a été capitalisé, on va discuter, échanger sur tout ce qui a été vu par rapport à la thématique choisie, puisque là, il y a une thématique qui a été choisie, on va y revenir en introduction assez longuement sur l'architecture vernaculaire. Donc voilà, cette partie analyse, elle est là pour hiérarchiser un petit peu les problématiques qui peuvent être rencontrées. S'il y a des sujets dont on a déjà parlé par le passé, peut-être qu'on ne revient pas dessus, mais on en fait mention et on met un lien vers le rapport thématique ou les enseignements qui ont déjà été travaillés sur le sujet. Là, c'est le cas, on a fait des choix voilà, sur certains enseignements. Et puis la quatrième étape du dispositif, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la mise à disposition des résultats. Donc sous tout un tas de formes, là c'est webconférence, mais il y aura le rapport thématique qui sera disponible d'ici quelques semaines à peine. Tout ça pour dire que voilà, c'est une méthode on ne cherche pas à être exhaustif en fait sur un sujet, on cherche à partir de ce qu'il y a sur le terrain et de vraiment choisir les enseignements qui nous paraissent les plus importants par rapport à ce qui a été vu et puis aussi au risque de sinistralité éventuellement que ça peut générer. Donc on n'est pas dans quelque chose d'exhaustif, c'est surtout ça qu'il faut retenir et on s'appuie sur ce qu'on a vu sur le terrain. Donc là, aujourd'hui, ce que vont me présenter, ils vont revenir sur l'introduction, mais ce que vont me présenter Florence et Joël, donc c'est le principe de l'architecture vernaculaire, donc ça a été la thématique choisie. Et donc par rapport à tout ce qu'ils ont vu sur le terrain, on a retenu des enseignements qui sont parfois des enseignements comment on adapte l'architecture vernaculaire pour répondre à des besoins contemporains, on va dire, et comment sur des projets contemporains, on reprend des choses de l'habitat vernaculaire, de l'architecture vernaculaire qui fonctionnaient en termes de confort, en termes de gestion des espaces, voilà, essentiellement de confort. Et puis donc je le dis, donc Céline Barnier, ingénieure Green Affaires qui a participé au travail, et puis Nathalie Ruffin, architecte du patrimoine, couleur et patrimoine. Donc, elle pourra intervenir aussi dans la partie questions-réponses pour amender un petit peu ce qui va être dit au niveau des enseignements. Donc je relaisse la parole à Florence et Joël sur la partie introductive sur cette question de l'architecture vernaculaire. Bonjour à tous, Florence Hachi du CAUE. Donc, nous avons travaillé en fait sur l'architecture vernaculaire. L'architecture vernaculaire, en fait, c'est une architecture qui est conçue en adéquation avec nos territoires et c'est avec les matériaux en fait ou les éléments qu'on trouvait en fait sur le territoire, donc toutes les ressources de la région, et on construisait en fait l'habitat. Donc, c'est d'abord un habitat rural, donc qu'on retrouvait en fait dans les espaces boisés avec de la coma, des feuilles et des petites branches pour pouvoir recouvrir les bâtiments. Ensuite, on a eu la case Angolette, un bâtiment aussi qui était fait aussi de bois et puis recouverte de terre. Donc, ensuite, on a eu la case créole en elle-même avec une dimension bien faite, 3 mètres par 6 mètres, voilà. Et ensuite, on avait plusieurs types de couvertures, donc soit le bardage en bois ou éventuellement les essentes en bois. En fait, sur les deux régions,
la Guadeloupe et la Martinique, on a utilisé justement tous ces matériaux locaux. Donc, on va retrouver en fait des matériaux biosourcés et géosourcés dans cette typologie de construction. On a également des techniques de construction qui étaient adaptées. Donc, tout au début, on faisait des liens et ensuite, on a commencé avec le tenant mortaise. Mais en fait, on ne ramenait pas forcément des matériaux différents. On restait toujours sur des matériaux naturels pour faire des liaisons entre les différentes, les différents bois et les différents espaces. Ensuite, la protection solaire adaptée, donc recouvrir et laisser des casquettes qui permettaient d'avoir de l'ombre, se protéger en fait de l'ombre. Une ventilation traversante, donc avec des petites ouvertures et des ouvertures l'une en face de l'autre pour permettre en fait de retirer l'air chaud dans la petite case créole. Et puis après, on avait aussi bien sûr besoin de faire tout ce qui était récupération des eaux pluviales et bien sûr vivre à proximité de son jardin créole pour le bien-être, mais aussi pour l'autosuffisance alimentaire. Donc, on a adapté en fait par rapport au changement climatique, cette construction a été adaptée. Donc, tout d'abord, en termes de risque, nous avons tout ce qui est risque climatique, mais également risque sismique. Donc, la case créole a changé, a évolué, s'est transformée et pour pouvoir résister en fait à ces différents éléments. Donc, ce qui a permis en fait une adaptation et une évolution en fait de la case créole. Et aussi pour cet habitat vernaculaire, il y a toujours eu cette recherche, cette quête de confort pour les occupants. L'idée, c'était que cet habitat, cet abri puisse vraiment protéger ses occupants du rayonnement solaire qui est assez important en Outre-mer et qui contribue à l'inconfort, en recherchant donc de l'ombre, en utilisant, comme l'a expliqué Florence, des protections solaires, mais aussi la végétation aussi, pour que l'abri puisse toujours nous permettre d'être en situation de confort et d'être dans une situation où on est protégé des intempéries, des risques majeurs, comme l'a expliqué Florence. En termes d'objectifs, alors pour ce guide aussi, pour nous, c'était vraiment de recenser via des retours d'expérience, comme l'expliquait Samuel, de bâtiments exemplaires dans nos territoires, rechercher les bonnes pratiques, mais aussi les points de vigilance qu'on a pu présenter sous forme d'enseignement. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir valoriser ce qu'on a vu sur le terrain, pour voir ce qu'on peut en tirer, pour pouvoir réinterpréter, entre guillemets, cet héritage architectural, pouvoir concevoir, construire, rénover, réhabiliter des bâtiments en harmonie avec les besoins de nos territoires, des occupants, et aussi les réalités environnementales au fil de demain, en fait. Donc, faire en sorte que notre bâtiment puisse, notre héritage architectural puisse vraiment être reproduit, réinventé, réinterprété pour qu'il puisse répondre aux besoins de nos occupants d'aujourd'hui. Et pour conclure sur la partie de l'introduction, nous avons eu à aborder ce sujet dans le cadre d'un TEDx il y a quelques mois, et l'idée, c'était vraiment de parler des leçons et des solutions adaptées de la case créole. Donc, on vous invite aussi via le QR code ou la chaîne YouTube à découvrir cette présentation qui est un peu plus différente, mais dans les mêmes idées, transmettre aussi les valeurs de la case créole et ses principes importants pour nos territoires d'aujourd'hui. Ok, bah merci beaucoup. Du coup, on va enchaîner directement avec le premier enseignement, qui était celui de veiller à une bonne coordination des acteurs lors d'un projet de réhabilitation d'un bâtiment remarquable. Donc avec un exemple précis, des exemples précis sur les non-qualités qui peuvent être observées, puis encore le même schéma, les impacts que ça a, ces non-qualités, puis ensuite la recherche de solutions correctives et de bonnes pratiques. Donc je vous laisse poursuivre. Alors, comme on le voit sur ce diaporama, donc déjà, on commence par un constat de non-qualité, comme l'a expliqué Samuel. Donc ici, on se rend compte qu'on a des éléments qui ont un caractère patrimonial, mais en fait, qui n'ont pas pu être conservés. Donc l'exemple ici, c'était un bassin, et donc vous avez les petites pierres de ce bassin qui sont juste à côté et posées. Donc, il n'a pas pu être conservé en phase de chantier. Donc, l'origine, en fait, c'est vraiment cette méconnaissance sur la sauvegarde, en fait, de ces éléments dans la stratégie de la conservation et la valorisation de ce bâtiment. Le manque de coordination entre les acteurs en phase de chantier, donc ces éléments remarquables qui sont à conserver, n'ont pas été abordés, en fait, dans les discussions. Et ensuite, on a
la substitution ou la destruction en fait de ces éléments pour des raisons vraiment économiques. Donc, en gros, ben, si ça coûte trop cher de le rebâtir, ben, carrément, ben, c'est la solution la plus adaptée, c'est de ne pas le faire. Donc, les principaux impacts, risque de réserve en permettant justement pas au niveau de la réception, et bien sûr la disparition de tous ces marqueurs patrimoniaux, donc des éléments qui permettaient justement de parler de ce patrimoine. Solution corrective, alors étudier la faisabilité et de remettre en état en fait les éléments ou les éléments non conformes au cahier des charges du projet initial. Et au niveau des bonnes pratiques, donc prendre en compte l'expertise locale et l'historique dans la définition et surtout dans la mise en œuvre de la stratégie de la conservation pour la valorisation du patrimoine. Définir et partager le plus en amont possible en fait la finalité de ce projet, ce qui va permettre en fait d'identifier dès la programmation les éléments d'intérêt et pouvoir les conserver et surtout s'assurer en fait que tous les acteurs soient informés de ce qu'il faut faire et surtout du suivi en fait pour une bonne livraison et des travaux nécessaires pour la conservation. Donc, toujours s'assurer aussi de la sauvegarde des éléments essentiels du bâtiment via les outils de réglementation. Donc, pour ça, il y a des chartes, il y a des cahiers des charges ou éventuellement tout autre élément. Travailler en amont avec les architectes des bâtiments de France. Donc, eux, ils ont cette visibilité pour permettre en fait la conservation en fait de ces éléments et définir les procédés de protection à mettre en place durant la phase de chantier, des éléments identifiés. Le cas échéant, décrire nécessairement les modalités de dépose et de repose soigneuse. Donc, l'exemple de bonne pratique, donc ici, on a un bâtiment de caractère bourgeois dans le centre ancien, voilà. Et l'architecte qui a été mandaté justement pour faire cette reconstruction, ben, lui, il a travaillé en fait par rapport à l'identité et donc il a gardé en fait le bâtiment tel quel, mais il a rajouté également, on va dire, une petite casquette de couverture pour la protection solaire du bâtiment. Mais quand on regarde en fait l'ancien et le nouveau, on a gardé vraiment le bâtiment conforme à l'ancien bâtiment. Donc ça, c'était le premier enseignement. Sur le deuxième enseignement, bien adapter un bâtiment vernaculaire aux besoins rafraîchissement lors d'un changement d'usage. Donc c'est un enseignement qui fait partie un petit peu justement dans on est plutôt dans le côté adaptatif du bâtiment existant. On a dit, hein, il y a vraiment les deux questions adaptées et puis aussi reprendre des éléments de l'architecture vernaculaire qui fonctionnent pour des bâtiments neufs aussi. Donc là, on est dans le cas d'un bâtiment existant. Exactement, plus c'est un bâtiment en fait qui était pensé en ventilation naturelle et après pour certains besoins, donc pour des bureaux, ils ont climatisé le bâtiment. Donc le réagencement des espaces ne permet plus le fonctionnement initial en ventilation naturelle puisque on n'a plus d'ouverture sur des façades opposées et donc le fait d'avoir cloisonné rend impossible le recours à la ventilation naturelle et crée une certaine surchauffe puisqu'il y a un espace qui a été climatisé, mais un autre espace qui est délaissé, qui est laissé en surchauffe, puisqu'il subit le rayonnement solaire, mais n'a pas de ventilation naturelle pour évacuer les surchauffes, ni de climatisation pour anticiper, pallier, et ni même de brasseur d'air. Donc en termes d'origine, on a noté le changement d'usage du bâtiment qui entraîne des travaux réduisant ou supprimant les bénéfices de la ventilation naturelle qui était historiquement présente, donc le fait d'avoir cloisonné, des protections solaires qui ont été enlevées, qui ont laissé des vitrages exposés au rayonnement solaire direct, ce qui n'était pas le cas avant. Les nouveaux standards aussi de confort thermique du personnel, en fait, qui nécessitent de mettre en place des climatiseurs, qui ont donc, cette nécessité pour eux d'avoir un espace qui soit hermétique, fermé, avec des locaux qui ne soient pas forcément adaptés à ça, puisque initialement était prévu
des menuiseries ouvrantes, etc. Et là, on se retrouve avec des sujets de conformité avec la climatisation vis-à-vis d'ouvrants qui ne répondent pas à ces besoins. Ensuite, les principaux impacts, bon, c'est bien sûr un inconfort thermique, puisqu'il y a une zone qui est soumise à des surchauffes, et aussi une surconsommation d'énergie due au besoin de rafraîchissement plus élevé, puisque le fait d'avoir cette surchauffe, la climatisation étant présente, elle vient compenser une surchauffe de l'espace. Quelques solutions correctives, donc déjà, préserver autant que possible l'organisation des espaces qui facilite la circulation de l'air, autant favorisant la ventilation naturelle. On cherche aussi à prioriser le recours aux brasseurs d'air comme solution de rafraîchissement. Le recours des brumisateurs peut aussi également pertinent, mais ça dépend des cas. Et aussi, enfin, mettre en place des ouvrants en cohérence avec la solution de rafraîchissement retenue. Si on passe à la climatisation, mettre des ouvrants, des menuiseries qui soient étanches. En bonne pratique, donc déjà identifier, comprendre les forces et faiblesses du bâtiment avant les travaux, surtout sur la partie confort thermique, puisqu'on construit pour des occupants, il faut qu'ils soient en situation de confort. Identifier aussi en amont du projet de rénovation les contraintes et risques de manque de vent pour la ventilation naturelle, les effets de site, où est-ce qu'on est situé, l'environnement du bâti. Intégrer si possible des écopes ou des ventelles en partie haute pour faciliter qu'ils soient facilement réglables et orientés dans le sens du vent pour évacuer l'air chaud qui monte en hauteur. S'assurer de mettre en place aussi des menuiseries qui s'adaptent aux différents modes. Si on veut passer de la ventilation naturelle à la climatisation, certaines personnes préfèrent la clim, d'autres préfèrent être en ventilation naturelle, qui est aussi l'option qu'elle soit facilement réglable et que la menuiserie s'adapte à ses besoins. Un exemple de bonne pratique, là, on a le cadre d'une rénovation où en fait, il a été fait le choix d'avoir de la ventilation naturelle, mais en complément aussi un brasseur d'air. Comme ça, lorsque l'espace est fermé ou au contraire où il y a un peu plus de chaleur, plus de rayonnement, on peut utiliser le brasseur d'air en complément. Mais le bâtiment a été pensé en traversant, on a gardé ce principe traversant du bâtiment pour la ventilation naturelle et en complément le brasseur d'air. Et je profite de cet enseignement aussi pour rappeler un enseignement qu'on a rappelé, quand on avait fait la webconférence à La Réunion et qu'on rappellera aussi quand on fera ça à la Martinique, puisque c'est un sujet qui est vraiment récurrent. La question du brasseur d'air, donc qui accompagne la ventilation naturelle quand on est en période, de faible vent ou alors quand on a occulté légèrement les ouvrants qui faisaient l'entrée d'air. Ça permet, voilà, d'avoir toujours une vitesse d'air en ambiance qui permet d'avoir un confort. Mais c'est aussi valable quand on est dans des pièces qui sont climatisées, où il n'y a pas de ventilation naturelle, du coup, puisqu'on a vraiment quelque chose qui est plutôt fermé pour pas faire rentrer de la chaleur à l'intérieur. Le brasseur d'air, il a tout aussi son intérêt pour avoir ce mouvement d'air qui peut faire gagner 2 degrés sur les consignes de climatisation. Donc le brasseur d'air, il faut pas ne l'associer qu'à la ventilation naturelle. Il faut aussi penser que ça peut être utilisé avec la climatisation. Mais on aura l'occasion d'en reparler en Martinique, où on a vu des solutions. On a des cassettes de climatisation qui sont dans un coin de la pièce. Donc du coup, forcément, le flux d'air, il bénéficie pas à toute la pièce. Donc on met la clim un peu plus forte pour que tout le monde ait plus frais. Alors qu'un brasseur d'air aurait permis de mettre tout ça en mouvement, d'avoir une sensation de vitesse d'air qui fait baisser la température ressentie. Et donc on gagne sur la consigne de climatisation et donc on gagne sur les consommations. Donc c'est l'occasion de le rappeler, puisque dans les conversations des autres webconférences, on a souvent eu cette question. Donc voilà, quelque chose qu'il faut toujours garder en tête. Je vous relaisse la main sur le prochain enseignement, qui est celui de s'assurer d'un confortement en adéquation avec les risques majeurs. Donc oui, là, on constate en fait en non-qualité. Donc là, c'est cette structure reprise dans le cadre d'une réhabilitation n'est pas adaptée au risque majeur. Donc en fait, le poteau, bon, on ne le voit pas vraiment comme ça, mais il flambe. Il flambe, donc on voit cette déformation en fait au niveau du poteau. Bon. L'origine, l'absence de prise en compte des particularités du site, donc risque naturel, topographie, environnement immédiat, je vais même parler des risques de remontée d'eau dans l'espace qu'on vient de voir. Méconnaissance des risques prévisibles et des contraintes climatiques liées à la localisation géographique du projet. Donc, aussi, on a aussi l'absence d'études de dimensionnement et des reprises de charge. Donc, les principaux impacts, risque pour la durabilité de l'ouvrage, défaut de stabilité de cet ouvrage et bien sûr, défaut de sécurité d'utilisation. Les solutions correctives, refaire en fait une étude de redimensionnement pour assurer en fait un confortement répondant aux besoins en fait de ce bâtiment.
Pour les bonnes pratiques, donc s'appuyer sur les prescriptions du plan de prévention des risques naturels, donc le PPRN, pour définir les priorités du projet de réhabilitation. Ensuite, adapter les travaux en fonction des risques liés au site, exemple plutôt grand ciel, des cyclones, séismes ou évolution des traits de côte. Ensuite, on a l'éveil, enfin, veiller aux bonnes exécutions des travaux, en particulier ceux en lien direct avec la structure du bâtiment. Et bien sûr, mettre en place les inspections et entretiens réguliers pour une bonne conservation de la résistance du bâtiment dans le temps. Donc là, l'exemple de bonne pratique, toujours le bâtiment en centre ancien. Donc là, on a mis en place une structure métallique lors de la réhabilitation de ce bâtiment et pour son réaménagement aussi, des espaces intérieurs pour répondre aux besoins de confort et aux normes actuelles, donc électricité, thermique, risque majeur, tout en gardant cet aspect architectural et patrimonial de l'ouvrage. Donc l'image que vous avez vue au début, où elle ressemblait, enfin, elle ressemblait en fait à la maison initiale. Voilà. Ok, avant de continuer sur l'enseignement d'après, deux petites choses. Je vois qu'il y a Laurent Sehoff dans la conversation qui a rajouté pour alimenter ce dont je parlais. Hein. C'est un projet qui a été lauréat du premier programme Ombré, le projet Colibri, justement, sur le confort mixte clim plus brasseur d'air. Donc, je vous invite à aller voir un petit peu ce qui s'est dit dans ce projet. Et puis, deuxième chose, mais ça, bon, vous l'avez peut-être, si vous êtes habitué à la présentation façon Rex, donc vous voyez bien que dans la deuxième partie, on a toujours les solutions correctives et les bonnes pratiques. Donc, juste pour avoir bien les choses au clair, quand on parle de solutions correctives, on essaye de trouver des solutions quand on a le problème, on est face à ces problématiques. Bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les corriger? Donc souvent, ces solutions correctives, elles s'appuient sur ce qui a été vraiment fait, hein, sur les chantiers sur place, ou alors ce qui va se faire, ce qui a été discuté. Et les bonnes pratiques, on est plutôt en position de se dire, bah, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse la prochaine fois, ou qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse bien la prochaine fois dès le début, pour ne pas être en situation de correction, mais qu'on soit directement dans la bonne configuration. Donc voilà, la petite subtilité entre les solutions correctives et les bonnes pratiques. Et donc, du coup, bah, je vous laisse pour le prochain enseignement. Ok, là on parle de l'enseignement sur concilier l'architecture vernaculaire avec les enjeux de l'adaptation au changement climatique. Et donc là, on est plutôt resté sur le focus sur les inondations. Donc le constat de non-qualité, c'est que ces bâtiments sont exposés face aux inondations. Et là, on a le cas de l'inondation au pied d'immeuble suite à des fortes précipitations qui entraînent des dégradations au rez-de-chaussée. Donc en termes d'origine, souvent c'est lié à de la méconnaissance des enjeux liés au changement climatique et la nécessité de développer la résilience de ces bâtiments. Aussi un manque d'adaptation aussi des bâtiments aux contraintes climatiques. Et enfin aussi l'évolution de l'exposition aux aléas climatiques des zones bâtisses existantes, donc une plus grande vulnérabilité pour des zones qui n'étaient pas forcément avant. En termes d'impact, donc les principaux impacts à noter, c'est déjà un risque pour la durabilité de l'ouvrage, une dégradation aussi prématurée qui réduit la performance et la durée de vie de l'enveloppe du bâtiment, et aussi une perte ou une impossibilité d'occuper des espaces en rez-de-chaussée pour le cas du résidentiel, puisqu'on a des dangers, des risques imminents qui peuvent toucher les occupants. Parmi les solutions correctives, on a trouvé plutôt trois. Donc, déjà, premièrement, entretenir régulièrement les caniveaux, les buses et les autres exutoires pour réduire au mieux les risques d'inondation. Souvent, on a vu qu'il y a le changement climatique, effectivement, mais aussi des risques induits par le fait de manque d'entretien ou de gestion aussi de nos espaces. Surélever aussi en bordure littérale les bâtiments sensibles lors de la construction afin d'anticiper la montée des eaux. Souvent construits pour 50, 70 ans, donc il est important aussi de déjà réfléchir à comment ce site sera exposé dans quelques années. Et donc, si dès le début de la construction, on peut prévoir de surélever légèrement, voire aussi de prendre en compte une bonne élévation, ça dépend si c'est un bâtiment structurant, etc. Ça permet aussi de se préserver. Et aussi réserver les espaces exposés au risque à des usages sans enjeu majeur. Par exemple, on parlait du rez-de-chaussée, ça peut être aussi réservé pour des zones de stockage, de parking, de rangement, plutôt que de mettre de l'habitat, du résidentiel. En bonne pratique, donc, premièrement, construire ou rénover des bâtiments en prenant en compte les principes constructifs les plus adaptés au territoire. Donc, certains territoires peuvent se permettre de mettre des fondations, de construction pilotis. Nous, on est en zone sismique, c'est moins recommandé. Et on continue aussi avec le dimensionnement des ouvrages pour faire face à des crues qui étaient initialement centennales et maintenant qui deviennent décennales. Des choses qu'on ne voyait peut-être qu'une fois dans une vie maintenant deviennent récurrentes. On l'a pu constater avec les différentes tempêtes qu'on a eues sur nos territoires.
Et enfin, mettre en place un système de gestion des eaux pluviales pour valoriser et préserver la ressource en eau. Donc, c'est ce qu'on a eu pour les bonnes pratiques. Là, on n'a pas de photo de bonnes pratiques sur ce cas-là, puisque c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec le changement climatique et c'est plutôt la non-qualité qu'on a mis en avant. Ouais, tout à fait. Donc du coup, on peut passer à l'enseignement d'après qui était celui de préserver autant que possible les chemins d'eau originels. Donc là, on est vraiment dans quelque chose, qui était typique de l'architecture vernaculaire et du coup, je vous laisse, poursuivre sur cet enseignement. Et pour faire la transition, on fait des eaux pluviales, justement, on submerge les voies, les voiries ou les seuils des bâtiments. Donc, ça modifie en fait le chemin d'eau initial en fait de la pluie et entraîne en fait, ça entraîne une bouche d'évacuation ayant des dimensionnements insuffisants pour évacuer le volume d'eau de pluie. Donc, les origines, donc, bien sûr, la méconnaissance ou l'absence de prise en compte de la gestion des eaux dans la stratégie de rafraîchissement, la suppression des ouvrages assurant le passage des eaux pluviales aux abords ou au sein des bâtiments, l'imperméabilisation des sols, limitant l'infiltration naturelle des eaux pluviales et favorisant l'érosion. Donc, les principaux impacts, donc défaut d'étanchéité de l'eau. Ensuite, les risques pour la durabilité du bâtiment, car le risque d'infiltration en fondation, ça fouille et puis le bâtiment devient complètement dangereux. La gêne en inconfort et la dégradation du bâtiment, et ça entraîne en fait des problèmes sanitaires, prolifération de moustiques, mais pas que, enfin voilà. Au niveau des bonnes pratiques, donc, il vaut mieux conserver autant que possible et entretenir régulièrement les ouvrages servant à collecter et à évacuer les eaux pluviales. Perturber le moins le cycle de l'eau naturelle et favoriser en fait l'infiltration directe de l'eau là où elle tombe, c'est-à-dire garder des espaces, on va dire, engazonnés, voilà. Limiter la concentration de l'eau de pluie en surface afin de réduire l'ampleur et la fréquence des risques d'inondation. Donc, ça, ce sont les bonnes pratiques à avoir. Et bien sûr, dimensionner les ouvrages en fonction des risques liés au site. Donc, quand on a justement ces puits torrentiels cycloniques, d'avoir des ouvrages qui vont pouvoir récupérer en fait toute cette eau, maintenir la bonne perméabilité du sol végétal afin de faciliter l'infiltration directe de l'eau de pluie. Donc là, ici, on a un exemple en fait sur un bâtiment ancien où on voit ce chemin d'eau qui est en fait le chemin de l'eau, on va dire, quand il pleut naturellement. Donc là, on voit, il n'y a pas de gouttière au niveau de la toiture, donc ça tombe directement dans ce chemin d'eau, mais pas que. Juste à côté, on a également une citerne, et quand la citerne est trop remplie, donc le trop-plein passe dans ce chemin d'eau et permet justement de rafraîchir cette maison. Donc voilà, c'est… Très bien, merci. Et du coup, on revient sur un sujet qu'on a pu traiter aussi de manière un peu générale quand on parlait de confort, au sujet de la végétalisation, mais qui est encore, quelque chose dans l'architecture vernaculaire qui était un élément, important à prendre en compte. Du coup, on a souhaité il a été souhaité de le remettre ici sur ce rapport aussi. Oui, donc l'enseignement là, c'est végétaliser la parcelle. Là, le constat de nos qualités, je pense que la photo est très parlante, c'est des espaces naturels ou végétalisés aux alentours des bâtiments sont totalement minéralisés. Là, on a le cas d'une cour d'école qui est assez grande, qui a été entièrement minéralisée, il n'y a pas d'ombrage. Et donc, en fait, autour des salles de classe, on se retrouve avec des fortes chaleurs. Et même durant les cours de récréation, les pauses de récréation, on se voit que les enfants sont soumis à un rayonnement solaire direct et aucun espace pour se protéger. Alors, les origines, c'est la méconnaissance de l'intérêt de la végétation des stratégies de rafraîchissement et aussi les craintes du maître d'ouvrage liées au coût d'entretien et aussi à l'esthétique. Les principaux impacts, donc déjà un inconfort thermique, le fait d'avoir autant de surface minéralisée, forcément ça crée une espèce d'îlot de chaleur aux abords et à l'intérieur des bâtiments qui sont à proximité. Le fait aussi d'imperméabiliser le sol
limite l'infiltration naturelle des eaux pluviales et favorise aussi l'érosion. Et enfin, une accentuation de la vitesse d'écoulement de l'eau et une accumulation à certains endroits. En termes de solutions correctives, donc on préconise déjà de déminéraliser puis végétaliser durablement les abords des bâtiments, avoir une petite réserve foncière, prévoir aussi des stationnements, des places de stationnement végétalisés, des talus aussi végétalisés, et enfin aussi implanter, si possible, un jardin créé à la proximité, afin de bénéficier de plusieurs fonctions, non seulement du rafraîchissement, être plus résilient, et aussi avoir un petit réservoir de biodiversité. On est dans le cadre d'une école aussi, ça peut être aussi un espace avec des arbres fruitiers, faire en sorte d'utiliser cet espace pour qu'il puisse avoir plusieurs fonctions. En termes de bonnes pratiques, donc on recommande vraiment de choisir une palette végétale et des espaces qui soient adaptés au contexte d'exploitation, si on est en zone urbaine, zone rurale ou au bord du littoral. Anticiper aussi la gestion de l'entretien et de l'arrosage. On sait aussi que la végétation peut faire un peu peur si elle paraît un peu, entre guillemets, folle, mais c'est de la nature. Comment on peut l'organiser aussi afin d'avoir quand même quelque chose de cohérent. S'appuie aussi sur les cours d'eau voisins et ou les chemins d'eau existants, on en a parlé tout à l'heure, pour un apport de fraîcheur. Et enfin aussi sensibiliser les exploitants et les gestionnaires sur l'intérêt de la démarche. En termes d'exemples de bonnes pratiques, on a cette photo où on a le cas de bâtiment qui est implanté dans son centre avec un jardin arboré et un chemin d'eau qui permet vraiment de rafraîchir l'espace. Ça permet aussi de rappeler aussi qu'on a aussi un appel dans le cadre de l'appel à projet Ombré, lors du premier appel à projet, le projet du CL de la Réunion, École durable à La Réunion, qui encourage justement des démarches de promotion de végétalisation, d'amélioration du confort dans les écoles. Ça passait par la végétalisation, mais aussi le rafraîchissement au sein des écoles. Et ce projet a été répliqué au sein de l'appel à projet Ombré 2 avec l'ensemble du consortium, donc CEI Réunion, CEI Martinique, CEI Mayotte, Aqua en Guyane et CEI Guadeloupe. Donc, on travaille aussi ensemble sur nos territoires pour développer un peu plus ces notions de végétalisation et d'amélioration du confort thermique dans les écoles. Ok, et du coup, en complément de tout ça, donc c'est vraiment un sujet, la végétalisation, qui a été abordé dans plusieurs manières. Dans le cadre de Ombré 1, vous aviez travaillé sur ce sujet-là spécifiquement. Donc, j'invite aussi dans Pergola ou sur les ressources de l'AQC à retourner voir ce rapport thématique végétalisation en climat tropical. Et il n'y a pas très très longtemps, on a aussi fait une webconférence à La Réunion sur les toitures végétalisées, donc encore un autre sujet, où là on avait ciblé ce sujet-là parce qu'il y a plein de choses à dire aussi. Donc vous avez vraiment de la matière là, pour travailler sur ce sujet. Et je reviens juste, en fait, hein, il y a beaucoup de points communs qui reviennent sur les bonnes pratiques, sur le fait de sensibiliser l'exploitant, parce que si c'est quelque chose qui n'est pas bien compris au départ, ça ne fonctionnera pas en fait. Si on n'a pas bien compris que bah, ça implique certaines choses, une conception particulière, que tout est faisable, mais voilà, ça se prévoit et ça, c'est quelque chose de très important à avoir en tête. On en reparlera tout à l'heure, d'ailleurs, sur un autre sujet sur la végétalisation en fin de présentation. Et donc, je vous laisse la suite sur l'enseignement d'après, sur celui de préserver au mieux les protections solaires existantes et adapter à l'orientation des façades. Donc, pour le constat de non-qualité, des protections solaires sont enlevées ou non remplacées lors des opérations de rénovation. Donc là, ici, il y avait en fait cette suppression du garde-corps et des consoles d'origine lors du projet de réhabilitation faisant également office de protection solaire. Donc là, si on l'avait enlevé, ça aurait fait vraiment quelque chose de pas trop intéressant. Donc, les origines, donc la méconnaissance de cet intérêt en fait de protection solaire dans les stratégies de rafraîchissement, la suppression totale ou partielle des dispositifs de protection solaire dans un souci économique, d'économie financière, malheureusement. Et bien sûr, voici les principaux impacts. Donc, cet inconfort thermique, donc le rayonnement solaire est direct sur les façades et donc il n'est pas atténué et bien sûr, la chaleur est transmise à l'intérieur du bâtiment. Et donc aussi, on a aussi cet inconfort visuel dû à l'éblouissement en fait des bâtiments proches. La solution corrective, donc, c'est de profiter des travaux pour ajouter ces protections solaires, bien sûr, supplémentaires. Et donc, ce qui permet aussi soit d'avoir des coursives ou des débords de toiture ou des auvents afin de permettre d'avoir d'ombrager en fait ces façades et de protéger en fait des rayonnements solaires. Pour les bonnes pratiques, donc évaluer l'état structurel des protections solaires existantes en amont de la phase de la rénovation
Maintenir en fait les protections solaires efficaces déjà en place et envisager en fait de les reproduire à l'identique. Déposer en fait les protections solaires devenues inutiles suite à des travaux de rénovation et étudier la possibilité de les réutiliser par ailleurs. Donc là, en exemple de bonne pratique, donc le maintien en fait justement de ces garde-corps et des consoles d'origine lors du projet de réhabilitation, faisant également office de protection solaire sur ce bâtiment. Pareil, sur cet enseignement, il a été retenu notamment parce que c'est quelque chose d'assez courant, qui était bien prévu dans l'architecture vernaculaire. On avait ces protections solaires qui étaient toujours existantes et donc c'est vrai que pour des raisons, hein, comme l'a dit, Florence, pour des raisons parfois, bah, de vieillissement, on les enlève, OK, mais en fait, on ne pense pas forcément à les remplacer ou alors on les dimensionne pas suffisamment correctement. Donc voilà, c'est tous ces sujets-là et encore une fois, il y a eu aussi alors c'était en Martinique il y a 3 ans, on avait vraiment travaillé sur ce sujet des protections solaires, notamment verticales pour le coup, dont ces casquettes, dont ces coursives et cetera. Donc il y a plein de détails pour le coup là aussi, aussi bien sur du bâtiment neuf que de la rénovation. On avait aussi un enseignement justement sur, des extensions qui viennent, sur des parties de bâtiments qui avant étaient exposées, donc ils ne le deviennent plus et on bah, il ne faut pas hésiter à supprimer la protection solaire, puisque du coup, déjà, on aura moins de lumière, mais si en plus on garde une protection solaire qui ne sert plus à rien, voilà. On avait tout ce genre d'enseignement, donc je vous invite à aller voir ce rapport thématique qui viendra, au-delà de l'aspect vernaculaire, balayer un petit peu tous les sujets de ces protections solaires des parois verticales. Sur l'enseignement d'après, on est sur le fait de maintenir les espaces de transition, donc des choses qui sont assez caractéristiques de l'architecture vernaculaire. Exactement, et ça fait le lien aussi avec les protections solaires, on les maintient, et ça permet justement d'avoir cette transition entre le dehors et le dedans. Donc là, c'est le constat de mon qualité, on a en fait un espace de transition qui n'avait pas été bien pensé, puisqu'au final, il ne permet pas de protéger l'espace intérieur de la pluie et du rayonnement solaire. Donc l'idée, c'est généralement toujours d'avoir un espace tampon entre l'extérieur et l'intérieur, et c'est ce qu'on avait avec les galeries, les terrasses. Et là, malheureusement, sur la photo, on voit bien que ça ne marche pas. Sur le sol, on voit que c'est mouillé, que ce n'est pas soumis, ça ne protège pas en fait les occupants de ces intempéries extérieures. Et comme on l'a dit au début, c'est un abri qui doit nous protéger. En termes d'origine, on peut déjà dire que la course du soleil n'a pas été prise en compte au moment de la conception du bâtiment, donc ça n'a pas été bien pensé. Et l'agencement choisi aussi limite aussi la circulation de l'air dans le bâtiment, puisqu'au final, on fait barrière opposition à la circulation du vent. En termes d'impact, donc deux qui sont notables, donc déjà l'inconfort thermique, puisqu'on est en situation d'inconfort soumis au rayonnement solaire, et aussi malheureusement une perte de surface exploitable, puisque vu qu'on n'est pas protégé, on est soumis aux conditions climatiques extrêmes, donc on ne va pas forcément utiliser l'espace prévu à cet effet. En termes de solutions proactives, donc premièrement, c'est de définir clairement les différents espaces de transition, l'accès aux bâtiments, les vérandas, en fonction des activités de jour, mais aussi de nuit. Et enfin aussi, partager autant que possible les activités journalières entre les espaces extérieurs et les espaces intérieurs. Et ça revient un peu à ce qu'on avait un peu dans la case créole initiale où on vivait aussi sur la véranda. On utilisait cet espace, on l'occupait de manière permanente presque, et on utilisait les pièces internes vraiment pour le coucher, le sommeil ou les activités nocturnes. En termes de bonnes pratiques, donc on préconise de s'assurer d'une protection solaire efficace des espaces intérieurs, optimiser aussi le potentiel de ventilation naturelle en organisant la circulation de l'air au sein du bâtiment, et enfin aussi veiller à un dimensionnement adapté de ces espaces en fonction des usages et ou des occupants. En exemple de bonne pratique, donc on a là l'exemple d'une véranda, donc une zone tampon entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. On voit qu'avant de pénétrer dans le bâtiment, on est quand même dans un espace où on est protégé. On voit que le soleil est présent sur l'espace extérieur, mais ne touche pas la véranda et encore moins à l'intérieur du bâti. OK, sur l'enseignement d'après, donc envisager des matériaux à faible impact environnemental. Donc ça revient un petit peu, on fait un parallèle à ce qui a été dit en introduction sur la description des différentes cases et cetera, où on avait vraiment cet usage de matériaux locaux qui était parce qu'on avait ces matériaux-là à disposition et donc du coup l'enseignement il traite un petit peu de ce sujet. Donc, en tant que constat de qualité, on a les bâtiments sont conçus ou rénovés avec des matériaux importés
et ou peu adapté à nos conditions climatiques locales. Donc là, on a un chantier de bâtiment entièrement bétonné, sans remise en question du mode constructif. Et donc, on voit un peu, c'est assez noir à l'intérieur et peu lumineux. Donc, d'origine, en fait, on a une méconnaissance sur la performance structurelle des alternatives aux matériaux industrialisés en climat tropical ou en équatorial, par exemple le bois. Facilité de recours à des procédés existants maîtrisés et crainte de coûts économiques plus élevés ou de mise en œuvre plus contraignants par rapport à d'autres matériaux. Donc, le bois, en fait, pour ça, on dit que ça coûte cher parce que ça fait, il n'y a pas forcément de production sur notre territoire. Donc, voilà, mais c'est une des contraintes. En termes d'origine, en termes d'impact, voilà. Donc, déjà, c'est un impact environnemental donc, et des risques pour la durabilité des ouvrages. Solution corrective, donc, c'est recourir autant que possible lors d'une construction ou d'une rénovation à des matériaux locaux ou adaptés à notre contexte. Donc, des matériaux, on va dire, à faible impact environnemental. Voilà, bonne pratique. Donc, lister les matériaux et les modes de construction adaptés aux contraintes de construction envisagées. Donc, destination, risque, veiller aux qualités techniques des matériaux employés et à la garantie de l'assurabilité des bâtiments dans lesquels ils sont mis en œuvre. Donc, de plus en plus, on voit en fait que les assurances ne prennent pas en compte certains bâtiments par rapport justement à cette qualité de construction technique qui ne sont pas adaptés à notre territoire. Intégrer l'impact carbone à la construction dans le choix des modes constructifs et des matériaux. Donc, il y a une histoire de classes de services les plus adaptées pour le bois, bien sûr, et étudier le mode de constructif mixte, donc bois-béton, ce qui permet en fait d'avoir une alternative avec justement nos risques naturels. Donc, pouvoir se protéger quand on a un cyclone et pouvoir être en sécurité en temps de tremblement de terre. Donc là, on a un exemple de bonne pratique où on est au rez-de-chaussée d'un bâtiment en béton. Et par contre, les niveaux supérieurs sont par contre en bois, complètement en bois. Leur couverture également construite en ossature bois et bardage bois. Ils respectent en fait toutes les normes parasismiques et paracycloniques en vigueur. Donc, et aussi, on a un confort assez agréable dans la maison avec une ventilation. Donc, toutes les façades sont ventilées naturellement. Et du coup, moi, je profite de cet enseignement aussi pour rappeler un petit peu le travail qui est fait dans le cadre des assises de la construction durable. Cet enseignement, il illustre parfaitement le propos où, voilà, parfois, on a des règles de l'art qui ne sont pas forcément transposables sur les territoires ultramarins, ou alors, au contraire, des choses qui sont, on essaye de faire un petit peu comme dans l'Hexagone, mais finalement, c'est pas forcément adapté. Donc, ce travail des assises, ça a été vraiment aussi de questionner, en fait, les normes, la normalisation de certains produits, etc., de travailler sur ce sujet pour adapter au mieux toutes ces règles de l'art au territoire ultramarin. Et donc voilà, c'était juste l'occasion de rappeler que dans les travaux et dans le livre blanc des assises de la construction durable, il y a ces sujets qui sont abordés, notamment ces questions d'approvisionnement de matériaux aussi sur des distances un peu moins longues. C'est pour ça qu'on a parlé d'intégrer l'impact environnemental aussi dans le choix des matériaux, parce qu'au-delà du coût, c'est quelque chose qui peut être un argument pour voir les modes constructifs qu'on peut utiliser et ne pas se restreindre uniquement à ce qui est normalisé, ce qu'on sait faire en hexagone et le transposer en outre-mer, alors que ce n'est pas forcément adapté. Parfois, ça l'est, il n'y a pas de souci. Mais voilà, toute cette question, il faut continuer à l'avoir. Et ce travail des assises, il est là pour ça. On continue du coup sur l'enseignement suivant, qui est d'anticiper l'intégration des compresseurs, des climatiseurs. Autre sujet. Là, on est sur le contemporain dans le vernaculaire. Oui. Alors justement, on n'est pas contre la climatisation, au contraire. Donc, mais par contre, si on doit l'intégrer, autant qu'elle soit bien installée.
Et là, comme concernant nos qualités, on a que les unités extérieures des climatiseurs sont installées à l'extérieur du bâtiment, mais de manière aléatoire et sans protection. L'idée, c'est que là, on a des compresseurs de clim qui sont en façade, mais sans emplacement spécifique ou de protection solaire adaptée, ou de protection tout court. Alors, parmi les origines, on peut noter déjà une méconnaissance des risques liés à une installation qui soit inadaptée des compresseurs, donc l'encrassement, une baisse de rendement, et aussi l'absence de protocole aussi pour l'installation des unités extérieures des clims, donc de spécifier l'endroit pour le passage de gaines, etc., et même aussi pour le protéger des intempéries ou du rayonnement solaire. En termes d'impact, donc des fois esthétiques, puisque quand même on a cette qualité architecturale dans l'habitat vernaculaire ou l'architecture tout court vernaculaire, et le fait d'avoir des compresseurs disposés un peu partout gâche un petit peu l'ouvrage. Une dégradation aussi prématurée qui réduit la performance et la durée de vie des systèmes de climatisation. En termes de solutions correctives, donc là, en fait, on préconise déjà de mettre en place un dispositif de protection des compresseurs qui assure aussi une qualité esthétique, et aussi d'étudier le déplacement des compresseurs ainsi que le coût associé et les compétences nécessaires pour que ce soit fait dans les règles de l'art et qu'on ne perde pas de performance au niveau du système de rafraîchissement. Les bonnes pratiques. Donc, premièrement, déjà, placer judicieusement les compresseurs pour les protéger des contraintes climatiques. Donc, on peut être soumis aux embruns marins, à l'ensoleillement direct. Aussi, penser à l'entretien, donc en assurant un accès aisé pour les personnels en charge de l'entretien et la maintenance des équipements. Prévoir aussi un espace dégagé tout autour des compresseurs pour un fonctionnement correct. Il y a simplement voir les recommandations constructeurs, donc au moins qu'autour, justement, que l'air chaud puisse être évacué. S'assurer aussi d'une intégration réfléchie et adaptée au bâtiment, en particulier pour ceux ayant un caractère patrimonial, donc surtout en lien avec les règles des monuments historiques. Et enfin, un exemple de bonne pratique aussi, un emplacement qui soit dédié en façade pour les compresseurs de climatiseurs, avec des protections qui soient adaptées et aussi une circulation d'air suffisante pour justement que ce soit des appareils qui ramènent au corps de l'air chaud à l'intérieur. Et d'ailleurs, ça fera l'objet d'un enseignement. C'est des choses qu'on a vues beaucoup. Des créations d'îlots de chaleur, j'ai envie de dire, avec soit de l'accumulation d'unités extérieures au même endroit, tout au même endroit, soit des unités extérieures qui sont proches d'ouvertures qui servent pour l'entrée d'air, des ventilations naturelles. Voilà, il y a tout un tas d'exemples qu'on abordera aussi dans la webconférence Martinique qui aura lieu fin février. Un autre enseignement justement sur l'évolution de potentiel d'habitats vernaculaires qui crée des problématiques, c'est le fait de favoriser les accès aux vues dans les différents espaces de vie. Oui, donc en termes de constat de nos qualités, donc on a des pièces au sein des bâtiments qui ne disposent pas d'ouverture permettant la vue extérieure et des apports de lumière naturelle. Donc ici, on a une série de bureaux cloisonnés n'ayant aucune ouverture vers l'extérieur et bien sûr ne bénéficiant pas d'accès à la lumière naturelle. Donc l'origine, en fait, c'est un besoin de sécurité de ces espaces en limitant certains accès. Donc voilà. L'organisation ou l'aménagement d'espace ne permettant pas l'accès vers l'extérieur depuis la façade principale. Donc, principaux impacts, inconfort visuel et mental, bien sûr. Donc, quand on ne voit pas l'extérieur, ça joue un peu dans le psychique. Et bien sûr, un surcoût en consommation d'énergie. Donc, le fait d'être dans une pièce complètement fermée et qui n'a pas d'apport de lumière, bien, on va consommer en énergie. Donc, la lumière toujours allumée et bien sûr, la climatisation pour pouvoir rafraîchir l'espace. Solution corrective, donc créer des ouvertures et installer des menuiseries permettant en fait de bénéficier d'une vue ainsi qu'une ventilation naturelle, donc d'avoir des éléments qui sont complètement ouverts et qui permettent en fait cette ventilation, de permettre la ventilation tout en cloisonnant en fait, mais en laissant le passage de lumière et d'apport de ventilation. Bon, au niveau de les bonnes pratiques, donc installer ou des puits de lumière dans des pièces. Donc, ça, c'est une des solutions, bénéficiant en fait des apports en lumière naturelle, optimiser l'éclairage artificiel afin qu'il s'adapte à l'éclairage naturel disponible, détecteur de lumière, par exemple. Concevoir et organiser des espaces du bâtiment
d'une manière à favoriser en fait l'accès à la vue extérieure ou à la lumière naturelle à tout endroit. Donc l'exemple de bonne pratique ici, donc on a de nombreuses ouvertures sur la façade différentes permettant d'avoir en fait une vue vers l'extérieur et assurer en fait une ventilation traversante et d'optimiser aussi cet éclairage naturel. Et donc, du coup, on revient donc sur un sujet parmi d'autres sur la végétalisation, sur ce dernier enseignement qui était celui de conserver la végétalisation remarquable existante. Oui, justement, parce que tout à l'heure, on a parlé de végétaliser la parcelle, mais là, on s'est attelé aussi à encourager à préserver ce qui existe déjà. Et là, on constate de nos qualités, on note que la végétation remarquable est négligée ou détruite lors de l'exploitation du site ou la réalisation de travaux. Et on a le cas sur cette photo d'un patrimoine végétal qui était aux abords du bâtiment, donc des arbres qui ont été détruits alors qu'il n'y a pas forcément de nécessité de les supprimer pour construire l'ouvrage à côté. En termes d'origine, donc c'est souvent une méconnaissance des acteurs sur la qualité du patrimoine végétal et des arbres déjà plantés. Un manque aussi d'entretien ou une crainte d'un coût important lié à l'entretien, c'est-à-dire que pour le cas des arbres fruitiers, d'avoir une abondance de fruits non récoltés, l'apparition de nuisibles aussi, que ça va attirer des bêtes, etc. Et aussi le manque tout simplement de ressources humaines et ou de compétences pour assurer un entretien optimum. En termes d'impact, donc pour un défaut esthétique, mais aussi un inconfort thermique puisqu'on perd ces sensations de fraîcheur avec les arbres autour des bâtiments, et aussi un impact environnemental puisque par le manque de diversité des espèces et aussi la perte aussi de puits de carbone naturel. En termes de solutions correctives, dans le cas là, on est sur conserver, on a vu qu'on a perdu des arbres. La solution serait de réimplanter des espèces en cohérence avec le site d'implantation et les contraintes identifiées pour ne pas avoir ce souci de reperdre cette végétation remarquable. Et en termes de bonnes pratiques, donc premièrement, identifier en amont d'un chantier la végétation remarquable à conserver. Donc s'il y a des grands arbres, des arbres fruitiers, des arbres aussi culturels, on sait que dans nos territoires, certains arbres ont certaines connotations. Installer aussi des protections qui soient adéquates pour ces arbres, pour cette végétation, et s'assurer de leur maintien et de leur efficacité durant toutes les opérations. Enfin aussi sensibiliser les ensembles des intervenants lors des travaux et former les agents d'entretien sur la végétation à préserver, puis aussi mettre en place un plan de gestion des espaces verts afin que soit adapté à l'entretien selon les espèces et les usages. Un exemple de bonne pratique, là, c'est le cas d'un fromager. Donc, c'est un arbre remarquable qui a été conservé durant la construction et même intégré au sein du bâtiment, puisqu'en fait, on voit qu'il y a une coursive qui a été installée pratiquement au cœur de cet arbre pour pouvoir circuler, bénéficier aussi de son ombrage et apporter aussi une qualité aussi, améliorer le cadre de vie au sein de ce bâtiment et permettre aussi son intégration pleinement dans les fonctions même de ce bâtiment, puisque c'est un bâtiment à usage, enfin, c'est un restaurant en fait, et qui permet vraiment d'avoir un espace extérieur qui soit pratiquement agréable, surtout en fin de soirée. Alors voici pour la plupart des enseignements et on tient quand même à remercier encore une fois nos contributrices, Céline et Nathalie, qui ont vraiment nous ont fortement appuyé sur ces notions-là, puisqu'on est parti sur plusieurs sujets divers, mais toujours en lien avec l'architecture vernaculaire, pour vraiment voir ensemble comment ce qu'on a reçu entre guillemets, de nos anciens, pouvoir le valoriser pour pouvoir avoir des bâtiments exemplaires sur nos territoires. Ok, très bien. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, nous, on profite de cette webconférence aussi pour finaliser en fait hein, ce travail. Il y a des petites choses à corriger, des retours qui peuvent être apportés. Donc, c'est le moment de le faire aussi ici, si la session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questionnements ou des apports, voilà, des réflexions qui vous viennent par rapport à ce sujet de l'architecture vernaculaire et puis les enjeux, j'allais dire contemporains, mais les enjeux de notre époque, que ce soit de confort, de climat, enfin, le côté social aussi, hein, ça rentre en ligne de compte. Même si c'est vrai qu'on est dans un programme certificat d'économie d'énergie, donc c'est vrai qu'on cherche vraiment à travailler sur l'amélioration de l'habitat et les bâtiments de manière générale sur la recherche d'économie d'énergie. Voilà, on est quand même là sur un sujet qui est particulier et voilà, qui avait toute sa place ici. Donc voilà, donc vous retrouverez ces 12 enseignements. Il y a d'autres sujets hein, qui viendront sur des formats type photo commentée ou études de cas aussi, hein, pour si vous avez des formations à faire au sein de vos équipes ou etc. Voilà, il y a des outils. Pour certains enseignements, on l'a rappelé au moins 2 ou 3 fois, vous pouvez aller plus loin sur le sujet en retrouvant un autre rapport thématique qui va vraiment creuser sur une thématique particulière.
Donc, pas hésiter à se balader dans tout ce cosmos là via Pergola, hein, essentiellement. Maintenant, ça se fait surtout via cette plateforme. Je regarde rapidement si dans la conversation, il y a eu des remarques ou des retours. Ah oui, donc le projet lauréat, c'était un projet lauréat Colibri là, sur les brasseurs d'air climatisation qui est en cours. C'était Ombre 2, c'était pas déjà passé, c'est en cours. Donc voilà, ça permet de rectifier, je vais un peu trop vite. Qu'est-ce qu'on a aussi? Oui, le bardage est plutôt d'un parement. Alors, les bardages, voilà, il y a plusieurs fonctions, hein. On avait vu aussi dans le cadre des protections des parois verticales qu'un bardage avec une lame d'air, c'est une protection solaire aussi. Le puits méditerranéen est-il un choix pertinent pour rafraîchir? Alors là, je vais demander aux locaux de l'étape, est-ce que c'est des choses qui sont utilisées, qu'on n'a pas, je ne crois pas qu'on en ait vu sur les projets visités, enfin, en tout cas dans ce qu'on a relu, j'ai pas vu ça. Est-ce que c'est des choses qui existent? Parce que nous, la différence de température du sol n'est pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de. J'ai mal pour ma phrase. L'écart de température entre le sol et la température extérieure n'est pas vraiment élevé, sauf si on a été très profond. Donc, les premiers mètres, en fait, ne permettent pas justement d'avoir ce rafraîchissement qui serait intéressant. On a une autre remarque sur la terre crue est-elle un matériau pertinent? Eh ben, on va faire plutôt, au lieu de répondre oui ou non, moi, j'ai envie de vous orienter vers la webconférence Mayotte, puisqu'on avait abordé ce sujet qui est complexe. On a envie de dire oui dans certaines configurations, mais c'est pas on peut pas répondre oui tout seul en fait. Il y a une configuration autour à avoir aussi, hein, parce une paroi en terre, on va aborder les questions d'inertie, les questions de déphasage. On va avoir aussi les questions de protection solaire, hein, sur ces parois, puisqu'on a des parois, enfin là, les BTC notamment ont cette capacité à avoir une forte densité, une capacité thermique importante. Mais si on les protège pas, à un moment donné, voilà, on a une charge calorifique qui est présente aussi, qu'il va falloir gérer. Mais ça peut se gérer si on a par exemple des différentiels de température jour-nuit, bah, ça peut se faire. Mais si on les a pas, bah, pareil, il va falloir réfléchir et questionner encore. Donc c'est un peu compliqué de répondre comme ça à cette question. Des éléments de réponse sont apportés dans l'enquête Mayotte. Et pareil, il y a un appel dans l'appel à projet aussi, il y a un sujet voilà, sur les BTC aussi, sur leur capacité. Il y a la question de l'hygrothermie aussi qui rentre en ligne de compte. Il n'y a pas que le côté inertique du matériau, il y a le côté hydrique, pardon, et thermique. Il y a les deux qui jouent. Donc c'est un sujet un peu vaste à aborder, je pense là, sauf si que de votre côté Guadeloupe, si vous avez des éléments à apporter sur ce matériau. Pas vraiment, on n'a pas. Il n'y a pas beaucoup de retours d'expérience sur la terre crue chez nous. C'est envisagé. Ça a été il y a eu des projets présentés dans le cadre de consortium. Le nom. L'Ordre des architectes avait organisé une conférence internationale sur les sujets des matériaux biosourcés, géosourcés, et on avait le retour d'expérience du Bénin pour présenter justement ce type de matériaux et qui encourageait à faire des tests, en fait, tout simplement, à voir un peu sur nos territoires comment ça évoluait. Mais je n'ai pas à ma connaissance de cas de réalisation sur nos territoires. Sur le territoire, pas de cas de réalisation. Et il y a un projet qui était en cours, mais bon, on attend encore que ça démarre. Donc voilà. Donc il y avait dans Ombréen, dans le cadre de l'appel à projet, il y avait un projet qui s'appelait Thomas, donc qui était plutôt basé Guyane et Mayotte, du coup qui sont deux territoires qui ont un usage historique de la BTC. Donc vraiment pour avoir des infos un peu complémentaires sur le sujet, c'est vers là qu'il faut aller, je pense, aujourd'hui. Voilà sur la BTC. Et du coup, vous verrez, on a fait 2 ou 3 enseignements directement sur ce choix de la BTC aussi, sur des questions de mise en œuvre aussi, hein, puisqu'il y a des règles professionnelles qui sont assez récentes sur ce matériau brique de terre crue. Donc, c'est l'occasion d'aller voir un petit peu ce qui se dit, notamment de manière très technique, hein, mais sur les ancrages entre le matériau BTC et puis l'ossature bois, par exemple, ou l'ossature enfin, l'ossature structurelle béton aussi. Voilà comment les ancrages se font pour qu'il y ait pas, pour qu'il y ait une jonction. On a des matériaux qui se comportent différemment, donc il y a des choses à respecter pour que ça fonctionne. Donc voilà, je vous invite à aller voir cette web conférence. Le rapport thématique n'est pas encore sorti, il est quasi terminé. Voilà, on est parti un petit peu sur d'autres priorités forcément à Mayotte. Mais voilà, c'est des éléments que vous retrouvez déjà dans la web conférence et puis dans le rapport qui arrivera très rapidement. Les solutions envisagées à Mayotte peuvent-elles être dupliquées en Guadeloupe? Alors, si c'est par rapport à la BTC, il faut en discuter. Moi, je pense à un facteur qui est très différent entre Mayotte et la Guadeloupe, c'est la question de la ventilation naturelle, notamment, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes accès au vent, on va dire.
mêmes orientations. Et même, voilà, à Mayotte, on a vraiment des périodes où il n'y a pas de vent, pas du tout. Donc, il faut vraiment avoir aussi cette question-là. Mais oui, le but du jeu, on le rappelle souvent dans nos enseignements, dans les bonnes pratiques. Ça paraît très nébuleux quand on dit ça, mais c'est quand même quelque chose de fondamental de vraiment voir où est-ce qu'on se situe, de s'adapter aux contraintes du territoire, mais même sur le territoire, très localement, on peut avoir, alors, pour un territoire comme La Réunion, c'est très très marquant parce qu'on a vraiment des microclimats multipliés. Mais en Guadeloupe, c'est pareil, on peut avoir aussi des microclimats, donc vraiment s'adapter là où on est. Il y a des choses qui peuvent se dupliquer, d'autres qui peuvent se dupliquer sous réserve de l'adapter, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça c'est vraiment à creuser à chaque fois au cas par cas. Qu'est-ce que j'ai? La couleur de l'albédo n'ont pas été abordées, me semble-t-il. Non, parce que c'est un sujet qu'on a. Alors, on aurait pu l'aborder sur les couleurs aussi du patrimoine. Peut-être qu'il y avait une question. On l'a pas abordé ici. On l'a abordé dans pas mal de rapports thématiques, notamment sur que ce soit l'environnement, mais aussi sur la couleur des toitures. Ça a fait partie des rapports thématiques comme celui des protections solaires des couvertures, justement. La couleur, les matériaux aussi, hein, le côté réflectant des toitures qui a un impact. L'isolation de ces toitures aussi, non seulement il y a la couleur, mais ça a été abordé dans d'autres rapports thématiques. Donc il y a des enseignements sur le sujet. Je vous invite à faire le travail sur la base de recherche sur Pergola, justement, pour trouver tout ce qui concerne ce sujet-là. Et qu'en est-il pour les matériaux en bois de vétiver et de goyavier? Eh ben alors là, je n'ai aucune réponse à donner. Je ne sais pas si, si vous en avez, ben, n'hésitez pas. Alors, Moi, perso, je ne connais pas. la vétiver, c'est pas du bois, en fait, c'est plutôt. Le vétiver, pour nous, c'est le vétiver, c'est l'herbe, là. C'est sur le sol, c'est plutôt en ancrage, en fait, pour le sol. Et pour le bois de goyavier, non, j'ai pas de. Enfin, à ma connaissance, c'est plus du mobilier, peut-être. C'est du mobilier qu'on fait avec le. Mais pas du structurel. Ça, sinon, c'était ce qu'on utilisait avant dans l'architecture vernaculaire. Mais là, maintenant, c'est plutôt dans. Donc, le vétiver, c'est plutôt une fibre, du coup, enfin, qui sera plutôt utilisée pour ces fibres, du coup, plus que structurellement. Oui, voilà, d'accord. Et ça me fait penser quand même, on l'a pas rappelé ici, mais dans le rapport thématique, c'est présent à plusieurs endroits dans les références. Le travail notamment qui a été fait sur le bois, on le cite à plusieurs endroits peut-être que vous voulez en dire un mot, peut-être, Joël, non, sur ce projet-là? Oui, ce bois du ramen, ce projet porté par Paul Kisselin, donc, qui a travaillé sur les classes du bois, en fait. Quel type de bois on peut utiliser sur nos territoires. De manière standard, on utilisait les classes de bois les plus élevées et donc les plus chères. Et un travail a été fait justement pour pouvoir définir en fonction des éléments structurels, est-ce qu'on peut aller sur des classes de bois plus faibles, entre guillemets, mais assurant les mêmes conditions de portage, de structure, etc. Donc là-dessus, je vous invite à voir ces références justement sur le projet Bois du Ramen. On a oublié aussi d'inviter Nathalie et Céline aussi à répondre aussi, puisqu'on répond, mais elles sont là, elles ont pas contribué aussi, donc n'hésitez pas à aller au micro, parce qu'il y a certaines questions, je pense qu'on ne pourra pas répondre sans vous. Voilà. Oui, alors il y a pas mal de questions après. Alors je ne sais pas si je suis rendu à la fin, mais je vois toute une liste de questions plus autour des matériaux biosourcés, géosourcés. Donc c'est plutôt les types parce que c'est vrai que j'ai parlé de la BTC, puisque c'est quelque chose qui a vraiment fait l'objet d'un travail là précisément ces dernières années. Mais d'ailleurs, quand on a travaillé à Mayotte, on a parlé aussi de cet intérêt de rajouter de la fibre à ces BTC ou à d'autres systèmes constructifs comme le torchis, enfin voilà, tout ce qui tourne autour de la terre fibrée, où la fibre va apporter d'autres caractéristiques techniques, un peu plus d'isolation, de lien, etc. Même aussi, on peut imaginer, hein, mais ça, c'est pas normé, mais sur le côté résistance mécanique, voilà, des produits fibrés, c'est forcément un peu plus adapté. Mais voilà, il y a tout un sujet qu'on abordera par là. Mais oui, je vois aussi voilà, les assures en bananier. Bah, voilà, en fait, après, c'est ça aussi, hein, dans les assises, en fait, c'est aussi de partir des matériaux qu'on a sur les territoires pour arriver à les caractériser et avoir le processus un petit peu de normalisation qu'on a dans l'Hexagone, de l'avoir aussi sur place dans vos territoires pour pouvoir utiliser la matière première qui existe et qui a ses qualités, ou parfois qui n'a pas de qualité. Dans ces cas-là, voilà, on l'écarte ou on l'utilise en tout cas pour ce qu'on peut faire. Voilà, bon, après, c'est plus des commentaires. Je vous inviterai à les regarder. C'est des compléments d'information.
Voilà, le vétiver peut être utilisé comme fibre dans le torchis, donc ça reprend ce qu'on disait tout à l'heure, donc plutôt sur de la fibre que sur du bois en construction. Quand on faisait justement les cases en golette, par exemple. Donc, on a le bois de Gaulle qui va faire le parement, et puis après qu'on vient avec la terre et le torchis, en fait, pour pouvoir mettre en termes de parement sur les Gaules tressées, et ce qui permettra en fait d'empêcher en fait l'air de passer, de circuler dans le mur, enfin, pour ce mur-là. Mais voilà, en construction contemporaine, on n'est pas vraiment dessus, ça. Sur des N'hésitez projets. pas si Céline et Nathalie aussi, si vous voyez dans les conversations des sujets que vous maîtrisez ou sur lesquels vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Je vois parce qu'il y a pas mal de choses finalement. Je vois qu'il y a une question qui a été posée 2 fois sur l'épaisseur de vide ventilé derrière un bardage pour améliorer le rafraîchissement. Donc ça, c'est un vrai parti pris à prendre au moment de la construction. Donc soit on se contente d'une lame d'air non ventilée et d'une épaisseur, on va dire 5 cm, et là on utilise en fait l'air comme isolant. Mais en effet, par exemple, dans la réglementation thermique Guadeloupe a été évoquée cette possibilité en fait d'avoir plutôt une lame d'air ventilée. Et dans ce cas-là, on n'a plus affaire à un isolant, mais on profite de la ventilation derrière le parement pour rafraîchir le bâtiment. Alors moi, j'ai déjà calculé le souci de cette utilisation fait qu'on pour assurer une bonne ventilation le long de la paroi, il faut quand même un écartement assez important, ce qui n'est pas facile du tout à mettre en œuvre avec des problématiques de non-intrusion de nuisibles, etc. dans cet espace important. Et que si on veut par exemple le mener sur plusieurs étages, alors là, on est vraiment très très écarté du mur et on est plutôt sur du brise-soleil que vraiment du parement. Donc soit voilà, on choisit une petite lame d'air non ventilée pour avoir un effet isolant, soit en effet on ventile, mais on est très vite limité en fait par la mise en œuvre et le fait d'avoir vraiment à écarter le parement du mur. Donc c'est quelque chose qui est à calculer, qui existe on peut faire le calcul avec la réglementation thermique Guadeloupe. J'espère que j'ai répondu à la question. Je pense que oui. Il y avait une question, alors peut-être que ça c'est plus informatif. Existe-t-il des formations que l'on pourrait suivre sur l'architecture vernaculaire? Déjà, peut-être regarder le TEDx de Florence et Joël pour une bonne entrée en matière. Et après, je ne sais pas si vous, à côté CAUE, vous avez connaissance de formations qui sont données sur le sujet ou si vous-même vous en donnez. En fait, on n'a pas vraiment de formation pour en parler, mais on a une exposition sur le sujet, donc sur l'architecture vernaculaire. Il faut savoir quand même que sur notre territoire, on n'a qu'une seule architecte du patrimoine, donc c'est Nathalie Ruffin, ici présente. Donc c'est vrai que même sur ces sujets-là, en fait, on l'a dit dans le guide, il faut plus d'expertise locale et qu'elle soit reconnue et valorisée. Donc voilà, donc on met à disposition des ressources, des outils, on mettra sur la plateforme Pergola, des expositions, la sensibilisation aussi en matière d'éducation artistique et culturelle. Et après, en termes de formation, on va dire que c'est plutôt quelque chose qui est intégré dans nos formations classiques, voilà. Mais il n'y a pas une formation dédiée à cette thématique pour l'instant. Mais c'est quand même envisagé. D'ailleurs, on a là, je crois que la DAC est présente, donc on souhaite aussi travailler avec eux aussi pour développer plus de ressources sur ces outils-là et s'appuyer sur nos compétences internes pour qu'elles puissent vraiment être valorisées et avoir vraiment des outils aussi qui puissent transmettre ces notions d'architecture vernaculaire. Donc, je vois qu'il y a un vrai sujet sur tous les différents types de matériaux qui peuvent être utilisés. Alors, la golette tressée, par exemple. Alors moi, il y a des choses que je connais moins forcément. Mais ce sont peut-être des choses que vous avez vues sur le territoire. Mais du coup, il y a un vrai sujet aussi sur toute la diversité de matériaux, fibres, ou même bois, matériaux de construction, etc. Donc, je pense que ça peut être intéressant de toute façon, la conversation, elle est enregistrée aussi, donc je vous la transmettrai, Florence et Joël aussi. Ça pourrait être intéressant de lister un petit peu ce qui est ressorti des échanges et puis et de redispatcher sur les territoires concernés peut-être. Voilà, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de ce qu'il y avait. Le bambou aussi, voilà. La bagasse. Alors, je crois qu'en Guyane aussi, il y a des travaux pas mal qui sont faits avec l'université aussi sur l'utilisation de ces matériaux biosourcés en isolant, etc. Donc, pas hésiter à creuser un petit peu. Et puis, si vous êtes un peu référent sur vos territoires, pas hésiter à solliciter
l'utilisation de Pergola pour déposer ses ressources aussi. Il ne faut pas être juste consommateur de ces ressources. L'objectif, c'était vraiment un lieu de partage, hein, donc il ne faut pas hésiter. Il y a des fois des études qui sont un petit peu méconnues et qui mériteraient d'être connues aussi, donc pas hésiter à solliciter pour qu'elles soient publiées dans Pergola. Voilà, et ben on arrive, ça fait 1h20, on est là, donc on est dans le timing, donc c'est impeccable. C'est bon pour vous, du coup, Florence, Joël? On peut couper là? Oui. Eh ben super, et ben de notre côté, nous on termine cette relecture du rapport, et puis ah oui, c'était sur le banc, d'accord. Et puis on reviendra vers vous par mail, voilà, dès que le replay sera disponible. Et puis sinon, de toute manière, il sera disponible d'ici une semaine ou deux maximum sur Pergola et sur la chaîne Ombré. Et puis on aura une autre webconférence donc pour la Martinique, sur l'amélioration de l'habitat, le sujet un peu vaste, l'amélioration de l'habitat. Donc pareil, hein, même principe, on n'est pas exhaustif, on a été chercher des enseignements spécifiques. En introduction, on rappelle des enseignements qu'on aurait pu remettre sur le devant de la scène, mais qui ont déjà été traités par ailleurs. Donc on n'y revient pas, mais on redonne les pistes pour y réfléchir. Et puis on aura aussi une webconférence sur le REX qui est menée en Guyane, sur lumière naturelle, lumière artificielle, donc toutes les questions de confort, d'économie d'énergie, etc. Donc le travail est en cours aussi. Donc voilà, c'est les deux webconférences qui restera pour cette campagne de visite dans Ambry. Voilà, et ben merci encore à tous et puis à bientôt. Au revoir. Et au revoir. Au revoir.